Bonjour à tous. Donc j'effectue ma thèse CIFRE avec une entreprise qui s'appelle BioNTech. Donc c'est une start-up basée à Lyon qui travaille qui développe des outils d'aide à la décision sur les bioprocédés en général, principalement digestion anaérobie, et qui développe aussi des solutions analytiques, notamment sur le proche infrarouge. Et donc je travaille également avec ITAP et le LBE à Narbonne. Donc je vais vous présenter des résultats qu'on a obtenus sur des échantillons qu'on a réhydratés, qu'on a suivis par Spectro. Et on s'est intéressé à l'application de techniques des mélanges de signaux sur ces spectres obtenus. Donc sur le contexte, donc on se place dans un contexte de digestion anaérobie où à partir de différents intrants organiques, donc des déchets organiques qui peuvent être des résidus de culture ou des déchets de cantine, différentes choses qu'on peut trouver. On va dans un digesteur fermenter de manière à pouvoir produire du biogaz qui va pouvoir être utilisé en tant qu'électricité ou simplement en tant que gaz lui-même, et produire un coproduit qui est le digestat qu'on va pouvoir valoriser en agriculture. Et donc ce qu'on voit, c'est que pour optimiser le bioprocédé, donc sur des temps qui sont souvent assez longs, des temps de séjour de au moins 1 mois, 2 mois, on a un besoin important de pouvoir caractériser la diversité de substrats qu'on a. Et donc le proche infrarouge se prêtait bien à cette utilisation-là. Donc c'est partant de ce constat que BioNTech a développé en partenariat avec le LBE et l'IRSTEA une méthode de spectroscopie proche infrarouge qui permet d'aboutir à ces différentes caractéristiques utiles dans le suivi justement du bioprocédé. Donc on voit qu'on a en fait une étape de lyophilisation et broyage qui est assez contraignante, qui dure 4-5 jours parce que selon les substrats, la lyophilisation peut être assez longue. Et du coup, l'avantage de la spectroscopie avec laquelle on peut caractériser en quelques secondes prend moins de valeur. Mais on passe quand même sur, si on regarde le potentiel en méthane, qui est une valeur vraiment importante dans le suivi du bioprocédé, on voit que pour déterminer cette valeur-là, on a besoin souvent de 1 mois, 2 mois, pour vraiment dégrader un échantillon et voir combien il produit de gaz. Et donc on voit que quand même on passe à 4 jours de caractérisation, donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc sur ça aboutit en fait à un projet de thèse justement pour comprendre un peu mieux les effets de l'eau sur la spectroscopie proche infrarouge et sur la mise en place d'un étalonnage en prédiction, et donc notamment pour trouver des moyens de corriger ces effets qui, vous allez le voir, sont spécifiques forcément au substrat. Donc là, dans ce cadre-là, je vais vous présenter un peu l'application de techniques des mélanges de signaux sur des échantillons qui ont été réhydratés. Donc à partir de 14 échantillons qui représentent un peu au mieux la diversité de substrats qu'on peut obtenir et mettre dans le digesteur, donc ces substrats étaient lyophilisés au départ, et à partir de ces substrats-là, on a ajouté de l'eau et défini une gamme d'humidité entre 5% et 99% de matière sèche. Et après, on a scanné avec des triplicats à partir d'un Buchy NIR 500 entre 1000 et 2500 nanomètres. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc on a différents substrats, donc de l'ananas, donc plutôt des déchets sucrés. On a du sorgho, un résidu gras d'industrie agroalimentaire, une boue de tabac. Et donc on voit que selon les substrats, on a vraiment des choses assez différentes. Ça va passer rapidement dans une phase plutôt liquide ou non, selon les propriétés du substrat. En termes de spectre, voilà un peu les deux types d'évolution qu'on obtient en termes de spectre, en fonction donc, de la matière sèche. Là. On voit qu'au début, on a ces spectres-là en rouge au moment où c'est bien séché, et au fur et à mesure, on a donc une absorption, une pseudo-absorbance qui augmente,
globalement, avec vraiment les deux pics majoritaires de l'eau, enfin des pics OH de l'eau, à 1450 et 1940 nanomètres. Mais on voit que vraiment l'effet va être assez différent selon le substrat, parce qu'on a des substrats type plutôt sucrés qui vont interagir davantage avec l'eau et du coup qui vont comporter un peu des empreintes plus nettes par rapport à des substrats où on aurait un peu un mélange binaire. Donc on a voulu tester un peu, voir l'apport des techniques des mélanges de signaux. Donc on a voulu tester deux techniques, donc MCR-ALS et Parafac. Donc ces deux techniques en fait alors la première en fait va s'appliquer sur une matrice NP avec du coup une décomposition bilinéaire entre des concentrations et des specs. Donc je ne vais pas revenir un peu sur la technique, mais on a effectivement utilisé le mode multiset que Anna a présenté ce matin. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est des techniques qui sont compliquées par rapport au choix du nombre de composantes. On verra que moi, sur le nombre de données que j'avais, je suis allé plutôt sur une expertise plus métier, à me dire, bon, est-ce que ces specs sont interprétables et qu'est-ce que je peux en sortir. Donc peut-être sur Parafac, on a une décomposition, elle, qui va se faire sur un tensor d'ordre 3. Donc en fait, on représente les données avec en ligne... trois axes, les substrats, leur longueur d'onde, les différents spectres, aux différentes matières sèches qu'on a obtenues. Et donc on se dit que bon, la matière sèche, la Parafac peut s'appliquer sur ce type de données, parce qu'on a vraiment une liaison, enfin une relation a priori linéaire par rapport à la matière sèche. Ça reste à voir. Donc on a appliqué un peu comme un detrending, mais par morceaux. Donc c'est une technique Continuum Removal Algorithm qui est utilisée dans la télédétection et qu'on a voulu essayer ici pour faire ressortir notamment les pics de l'eau et les pics vraiment caractéristiques. Donc le principe, c'est on va obtenir une enveloppe convexe autour de notre spectre et on va récupérer la partie basse de cette enveloppe-là. Donc sur Parafac, voilà ce qu'on obtient en termes de résultats. Donc j'ai fait un modèle du coup avec deux composantes, un modèle vraiment simple pour commencer. Donc ici j'ai représenté les loadings. Donc ça c'est les loadings selon la composante du coup la dimension longueur d'onde, dimension spectrale. Et ensuite ici plutôt les loadings selon la dimension matière sèche. Et à côté on a des scores qui vont être celles sur la dimension des échantillons. Et donc ici, ça, c'est juste une représentation 3D qui permet c'est juste un produit externe des deux composantes qui permet un peu mieux de visualiser comment l'empreinte de l'eau apparaît au fur et à mesure de la matière sèche. Donc là, on est à 100% et 0%, ce qu'on voit pas très bien. Donc ce qu'on a vu, c'est que sur la première composante, on arrive vraiment à distinguer les deux pics de l'eau qui apparaissent de manière assez linéaire finalement. Donc on a vraiment une dilution du substrat avec l'eau et du coup des empreintes spectrales qui se retrouvent de cette façon-là. Et ensuite sur la deuxième composante, ce qu'on voit c'est une empreinte qui comporte un peu des pics qu'on peut retrouver notamment dans les sucres, avec une empreinte qui au début de la matière sèche donc, apparaît et est assez forte, mais qui au fur et à mesure diminue pour laisser un peu place finalement à l'empreinte de l'eau. Donc en fait, la façon dont on a interprété ça, et on peut le voir sur les scores, c'est qu'on a vraiment l'ananas sec, la poudre de cacao, poudre de lait, des drèches de maïs, qui sont des déchets avec du sucre qui est présent dans ces substrats-là, qui vont du coup interagir beaucoup mieux en termes de chimie par rapport à des substrats type boue où on va juste avoir un mélange eau. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que passer une matière sèche à 30%, donc une humidité à 70%, on a vraiment les pics de l'eau, enfin des liaisons OH qui vont vraiment saturer un peu le signal. Donc ensuite, ce qu'on a regardé, c'est si on passe à un modèle à 3 composantes, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion?
Donc on voit qu'on a toujours cette composante vraiment qu'on exprime nous par l'interaction vraiment eau-chimie, enfin, et éléments chimiques. Et le pic, enfin finalement la première composante qui était celle de l'eau, elle est décomposée en vraiment les deux pics de OH très nettement, avec vraiment un peu une saturation en dessous de 30% d'humidité. Et ce pic-là, ces deux pics-là, qui en fait expriment le fait qu'en dessous de 30% de matière sèche, on va avoir des variations beaucoup plus importantes au niveau du premier pic OH, et que finalement le signal du pic à 1950, lui, il sature. Donc passer ces... Enfin, voilà, c'est ça. Donc ensuite, voilà les résultats sur plutôt la MCR-ALS avec l'option multiset qui avait été présentée. Donc on voit qu'on a... donc c'est une différente manière de représenter. Oui, merci. Différentes manières de représenter, forcément, parce qu'on n'a pas en fait un loading selon l'axe MS. On va avoir finalement une concaténation de ces loadings. Voilà. Et donc voilà les différents échantillons, enfin substrats qu'on avait, avec leurs différentes composantes. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a toujours cette composante de l'eau très nette en bleu qui apparaît, et qui apparaît dans tous les substrats de manière quand même plutôt linéaire. Et ensuite, par contre, on a deux spectres. Donc, le spectre en orange, finalement, moi, c'est un peu le même. On voit qu'au fur et à mesure, il apparaît vraiment au moment où on a beaucoup d'eau dans le milieu. Donc, ça s'exprime un peu toujours par justement cette empreinte OH, le premier pic OH qui va être plus fortement exprimé par rapport au deuxième pic OH qui lui sature. Et cette ligne un peu où on n'a pas forcément beaucoup de pics très nets qui ressort, bon, on ne l'explique pas forcément. Après, je pense que c'est quand même cette interaction qu'on voit sur les déchets sucrés, où à chaque fois on a voilà, une parabole un peu, pardon, avec l'apparition de l'interaction chimie-eau et ensuite disparition. Donc pour conclure, la méthode Parafac quand même est apparue plutôt, enfin plus applicable par rapport au jeu de données, puisqu'on avait vraiment un tensor assez bien formé avec les 3 dimensions que je vous ai présentées. On a vu que la spectroscopie de infrarouge, enfin, les signaux avaient vraiment un comportement vis-à-vis de l'eau qui était spécifique du substrat et qui était relié aux carbohydrates qu'on avait dans nos échantillons. Et que du coup, en fonction de... Donc au début, au tout début à faible humidité et moyenne humidité, forcément on avait une interaction en termes de chimie qui laissait place un peu à un phénomène juste de dilution physique entre l'eau et l'échantillon. Donc en termes de perspective et les prochaines étapes, il faut voir que sur ce jeu de données, on a quand même 14 échantillons, donc il faut rester prudent sur l'interprétation de ces loadings et de ce qu'on peut en tirer. Donc on voit qu'en termes de matière sèche, en termes de résolution de matière sèche, on voudrait aller un peu plus précisément pour avoir une résolution un peu plus importante et augmenter le nombre d'échantillons pour représenter un peu mieux la diversité des échantillons qu'on a. Et un autre point, c'est que là, on est parti d'un substrat lyophilisé qu'on a réhydraté. L'idée, ce serait quand même de plutôt partir de l'échantillon brut et ensuite de le déshydrater pour avoir éventuellement des phénomènes enfin, voir l'état de l'eau sous sa forme initiale plutôt qu'un mélange binaire de l'eau et du substrat. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette bonne présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pour l'instant, on va commencer avec Anna, s'il te plaît, par ici. Merci, c'était une présentation assez intéressante, je pense. Et j'ai 2 questions. La première, c'est très facile, c'est
Tu n'as rien mis sur la variance exprimée Oui. par les deux modèles. Tu peux nous donner une indication de ça? Oui. Alors, en termes de... Enfin, là, j'ai pas les chiffres, mais disons que ça convergeait assez rapidement. Oui, mais en termes de chiffres, tu vois si un modèle explique plus que l'autre? Ah, j'ai pas du tout comparé en termes de variance expliquée, non, sur la variance totale, oui. Ça serait intéressant que tu le fasses, parce Ok. que tout ce que tu jettes dans le résidu, tu dois savoir si c'est Ok. trop ou pas. Ouais. Et ici, je pense que le fait d'utiliser les deux modèles, ça donne disons, des visions complémentaires sur ton système. Parce qu'en fait, si tu penses au parafac, c'est vrai que c'est plus facile à interpréter tel que tu l'as fait. Mais alors, tu devrais te poser la question, est-ce que vraiment tu peux assumer qu'avec la variété de soustraits que tu as, le profil de déhydratation sera toujours le même? Peut-être du point de vue chimique, c'est pas si... une hypothèse si je dirais pas raisonnable, mais si proche de la réalité. Et moi, ce que je me demande, ce que je te suggère, c'est l'AMCR travaille différemment. J'aimerais bien voir qu'est-ce qui se passe si tu mets plus de composantes. Parce que j'ai l'impression qu'il y en avait pas assez. D'accord. Donc, ce sont deux directions que tu peux explorer. Alors, c'est vrai que en termes d'interprétation de ces composantes, c'est toujours un exercice assez difficile, je trouve. Et donc, on a voulu rester par rapport à la base qu'on avait, rester sur un modèle assez simple, à 3 composantes. Mais c'est vrai que je suis... Oui, voilà. Une fois que j'ai la diversité, oui. Okay. Merci. Bon, la solidarité entre chairman existe, donc une question? Merci, monsieur. J'ai l'impression que ça pourrait être un jeu de données extraordinaire pour tester comme des ICA. Parce que là, il y a multi-blocs, il y a des mélanges de signaux. Ouais. Ça pourrait être sympa. Alors, donc, en fait, j'ai utilisé ICA dessus, mais de manière sans tenir compte de l'information de bloc. Et donc, le résultat était un peu comme un MCR. C'est assez similaire, oui. En fait, j'ai présenté à 3 composantes, voilà les modèles qu'on a. Donc ça, c'est parafac, les trois loadings. Donc là, je regarde vraiment spectralement, sans regarder les scores. Donc ça, c'est les loadings au niveau de parafac, avec les pics de l'eau, ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Ça, c'est une ACP globale, donc là, on sait que voilà, on va mélanger, c'est pas du tout une technique de mélange de signaux. Ensuite, c'est ICA avec Fast ICA et il ne faut ICA pas avec l'utiliser Jade. Fast ICA. J'ai juste voulu comparer les deux. Ouais. Donc voilà les deux, et bon, en soi, sur ce jeu de données, on a un peu les mêmes infos, mais c'est... Là, c'est avec Fast ICA, et là, c'est avec Jade. Et en fait, c'est juste inversé. Inverser les signes, oui. Ouais. Ouais. Bon. Mais bon, c'est pas trop mauvais. Et mais après, en termes d'information, c'est vrai que il y a quand même plus de pics, un peu plus net. Après, la grande difficulté que j'ai là, c'est plus de pouvoir sortir du sens de ces spectres, parce que si on regarde, si on regarde même dans les bases de données qui sont disponibles, on a de tout en termes d'interprétation des spectres. Et donc c'est un des blocages que j'ai là en ce moment par rapport à ces analyses-là. Mais bon, mais en fait, j'ai pas. Donc. Une dernière question, Cyril? Ouais. Très belle présentation, je me joins aux autres. J'ai une petite question. Est-ce que les données concernant l'ananas, je crois, si j'ai bien vu, je pense que les spectres sont assez différents des autres. Ouais. Et du coup, effectivement, MCR gère pas bien ça, mais Parafac le gère super bien, parce que le modèle doit être le même partout. Donc en gros, il traite... tu devrais retrouver beaucoup de variances, effectivement, concernant ce modèle dans les résidus de Parafac. Et donc, je pense qu'il faudrait peut-être l'enlever dans un premier temps pour comparer les deux. Alors, il y a l'ananas, mais il y a aussi... Il y en a un autre aussi la qui poudre traîne. de chocolat et il y a la poudre de lait. En fait, les 3 substrats ont vraiment des empreintes complètement différentes des autres, à savoir justement cette composante... cette composante un peu entre des humidité intermédiaires où vraiment il y a de l'interaction, en tout cas il y a des choses qui se passent, le signal sature presque, et après
Mais du coup, l'a priori que tu as en utilisant Parafac et MCR, il est complètement différent. C'est-à-dire Parafac, tu cherches tout ce qui est commun, d'une certaine manière. Et donc, tu vas rater cette variance-là, ou dans MCR, effectivement, tu peux la décrire comme une variance supplémentaire par rapport à tes deux composantes que tu aurais pour tous les autres. Et je pense que ça vaut le coup de regarder ça. Merci. Juste une dernière question très rapide. Pour Parafac, c'est quoi finalement le meilleur modèle, 2 ou 3 composantes? Je pense, je pense que la troisième composante sur le Parafac, finalement, elle exprime le fait que le premier pic OH continue à varier pendant que le deuxième pic OH, lui, sature en termes de signal. Donc ça nous apporte quand même une information, et ça clarifie si on regarde les pics entre le 2 qui est là et en bleu ou le vert, on voit vraiment les pics OH bien définis pour un modèle à 3 composantes, alors que dans le premier, on a d'autres pics qui ne sont pas forcément liés à juste les pics OH de l'eau. Très bien, encore merci pour tout. On peut vous féliciter. Merci.